la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme, dit le proverbe. Et si cela valait également dans le monde de la littérature, on pourrait alors plutôt dire « derrière chaque domaine dominé par les hommes se cachent des femmes tout aussi brillantes ». Je m'appelle Axel Houlet et aujourd'hui dans Baladar, nous ouvrons une série spéciale en 3 épisodes dans laquelle nous parlerons de poétesses du 19e siècle, pour ainsi redonner voix à ces femmes longtemps éclipsées par l'histoire littéraire. Je serai accompagnée tout au long de cette série par Sébastien Roldan, professeur de littérature française à l'Université de Winnipeg. Dans ce premier épisode, nous allons découvrir le courant du romantisme et explorer la poésie de Marceline Desbordes-Valmore. Dans les 2 prochains épisodes, nous parlerons de 2 autres mouvements et 2 autres poétesses pionnières de leur époque. Le 2e épisode sera consacré au mouvement parnassien, où la quête de la perfection a transformé la place des femmes dans la création poétique. Enfin, dans le 3e épisode, nous plongerons dans le symbolisme avec des figures comme Marie Krzyzewska, pionnière du vers libre et pourtant oubliée. Bonjour Dr Roldan, c'est un plaisir de vous accueillir sur Baladar aujourd'hui. Vous êtes professeur en littérature à l'Université de Winnipeg, en littérature en français, et j'ai eu le plaisir d'être dans votre cours de poésie et théâtre du 19e siècle. Dans le cadre du cours, vous mettez l'emphase sur plusieurs écrivains, notamment plusieurs poètes femmes ou poétesses, qui, si je me permets de dire, sont généralement moins connus, mais qui ont eu un grand impact sur l'histoire de la littérature. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous privilégiez l'utilisation du mot poétesse au lieu de poète. Je pense qu'il faut l'expliquer parce que dans un monde où la binarité du genre, elle est moins paradigmatique, disons ça comme ça, il peut paraître étrange, ou il peut paraître même revendicateur, de préférer l'usage d'un terme genré. Surtout que le terme épicène, poète, le terme épicène est d'usage plus courant. À mes yeux, l'avantage d'employer poétesse au lieu de poète, c'est que le terme genré permet d'immédiatement démarquer ces personnes de leurs homologues masculins mieux connus. Encore aujourd'hui, quand on dit les poètes du 19e siècle en France, on pense à Baudelaire, à Verlaine, à Rimbaud, à Victor Hugo peut-être, ou à Théophile Gautier, et on inclut occasionnellement dans le lot les Musset, Vigny, Lamartine. Que des hommes! On ne pense malheureusement pas à Marceline Desbordes-Valmore ou à Marie Krzyzewska. C'est une importante faute, mais c'est ainsi. Je dois préciser que certains de mes collègues, certains spécialistes de la poésie française du 19e siècle pourraient rejeter cet argument. Ils feraient sûrement valoir que le mot « poète » est celui que les principales intéressées auraient préféré m'entendre utiliser. Les poétesses elles-mêmes auraient préféré que je dise « voilà un poète ». Être un poète, voilà leur idéal. C'est comme ça qu'elles se concevaient, c'est comme ça qu'elles auraient voulu s'autodéterminer, si elles avaient pu. À l'époque, on ne disait pas « une poète ». Ça peut-être que là, il y aurait eu quelque chose pour elles. Le mot « poétesse » leur aurait possiblement semblé péjoratif. Je suis conscient de ça. C'est pour ça que il faut réfléchir à ce choix de poétesse. Ce qui me paraît décisif dans le petit débat lexicologique que je viens d'inventer moi-même, c'est qu'en disant poétesse, je désigne clairement quelqu'un qui, dans sa vocation poétique, a dû affronter des conditions très défavorables. C'est peu dire, en fait.
Et surtout, ce sont des personnes qui ont dû affronter des conditions de légitimité en poésie bien différentes de celles qu'ont connues leurs contemporains masculins. Évidemment, on dira, pratiquer la poésie dans le monde moderne, c'est jamais une sinécure. Hein? Ce n'est jamais très simple. Or, parce que les femmes de lettres étaient déconsidérées au 19e siècle, parce que la poésie des femmes était envisagée comme une chose peu sérieuse, peu importante, bien que souvent rentable en librairie, hein, parfois même lucrative, parce que les femmes voulant écrire de la haute poésie devaient d'abord trouver le moyen de se libérer de la gangue du préjugé défavorable, préjugé genré défavorable envers leur art, parce que les femmes en général, pas seulement les poétesses, les femmes en général, pas seulement les écrivaines, étaient considérées par leur siècle comme des demi-personnes ou comme des enfants, à mi-chemin de la maturité et surtout à mi-chemin de la norme masculine, entre l'animal, disons, et l'homme. Parce que, par conséquent, la pensée des femmes était conçue comme forcément inférieure à tous égards, j'estime qu'il est nécessaire de marquer cette différence contextuelle, qu'il est pratique et productif de le faire, hein, de marquer cette différence en utilisant le terme de poétesse pour parler de ces figures héroïques de la littérature du 19e siècle. Ce faisant, du reste, je me trouve à adhérer aux recommandations actuelles de l'Office québécois de la langue française. Pour vous particulièrement, pourquoi c'est important de faire connaître ces poétesses moins connues dans vos cours pour vos étudiants à l'université? Il y a plusieurs bonnes réponses à cette question-là. Ma plus spontanée, c'est que j'aime bien la diversité, la variété. C'est tout simple. Hein? Donc ça, ce serait une préférence de ma part. Mais il faut aussi, je considère qu'il est utile d'être en phase avec le monde dans lequel on est. Puis on est dans un monde de grand développement au point de vue d'un principe auquel j'adhère, qui est l'égalité. L'égalité pour tous. Et donc, à partir de là, je me dis, bon, voilà, l'occasion est immense de faire découvrir la littérature française à travers les voix des femmes. Il n'y a plus de préjugés défavorables institutionnellement depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Je parle institutionnellement, donc à l'intérieur de l'université. Donc déjà, j'ai le champ libre, quoi. L'autre raison est que, à partir de ce projet, disons, désir que j'avais de enrichir mes plans de cours en femmes autrices, en femmes écrivaines, bien, il y a eu la découverte de la qualité de certaines de ces plumes-là. Qualité à laquelle je ne m'attendais pas tout à fait. J'arrivais avec un préjugé négatif. Je me disais, bon, voilà, ça va être moins bon. Et puis, vérification faite, en essayant d'être tout à fait honnête, il y a toutes sortes de mauvais poèmes de Baudelaire. Et j'adore Baudelaire. Ce ne sont pas tous les poèmes de Baudelaire qui sont La Passante ou L'Albatros ou La Charogne, Le jet d'eau. Et donc, bien entendu, à la lecture de ces poétesses-là, il y en a que j'ai écartées, bien sûr. Il y a certaines poétesses qui m'ont moins plu. Elles pourraient plaire à d'autres. Mais lorsque je tombais sur un poème, sur une œuvre, sur un ensemble de poèmes qui me séduisait, qui me frappait par la qualité, par l'intérêt, par tout ce que je pouvais en faire en classe, je m'assurais de l'ajouter au programme. Et donc, je vise dans mes cours, mais comme beaucoup de mes collègues, hein, je vise une sorte de parité. Je voudrais faire un peu comme nos politiciens essaient de le faire, mettre autant de députés femmes comme, ou autant de ministres, du moins, femmes comme au Parlement. Mais j'essaie d'en faire autant dans mes plans de cours. Ça demande du travail. Je ne sais pas pour les politiciens, mais en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus de travail de mettre au programme des autrices qui ne m'ont jamais été enseignées à moi. Mais il y a du bénéfice. Puis entre autres, quand on est en classe et qu'on enseigne, il m'est déjà arrivé d'enseigner à une classe où il n'y avait que des femmes ou peut-être une personne s'identifiant au genre masculin. Mais dans ce cas-là, si au programme, je n'enseigne que des voix d'hommes, ça peut très bien passer, mais il y a quand même un petit bémol affectif que je ressens,
un peu de gêne. Je me dis, bon... Et j'ai effectivement, un de mes cours est conçu comme cela. Ce sont que des hommes au programme. C'est un vieux cours que je traîne depuis longtemps, que j'aime beaucoup, qui fonctionne bien. Et lorsque j'aurai trouvé une voix féminine ou plusieurs à insérer dans ce cours-là, bien, je ferai le travail de remplacer un auteur par une autrice. Comme mentionné dans notre introduction, nous ouvrons une page au 19e siècle, celle du romantisme. C'est un mouvement qui célèbre la liberté, l'émotion et l'intimité, et qui rompt avec les règles classiques, qui cherchent aussi à explorer l'invisible et l'émotion brute. On sait que Marceline Desbordes-Valmore était une figure proéminente parmi les poètes romantiques. Pouvez-vous nous en dire plus sur son parcours et ce qui a nourri sa poésie? Marceline Desbordes-Valmore est la principale poétesse romantique. Au moment où elle meurt, en 1859, elle est déjà, depuis un bout de temps, là, je ne sais pas combien d'années, considérée comme la principale, on disait muse, là, la principale poétesse romantique. Par certains, alors c'est un monde très misogyne dans lequel elle vit, et c'est un monde de plus en plus misogyne, alors pour certains, il n'y a que elle. Sa poésie n'a pas été immédiatement célébrée, ça a pris du temps, mais au moment où elle meurt, en 1859, on est vraiment dans un autre monde, et c'est elle qui ressort du lot, même si plusieurs de ses contemporaines ont écrit de la poésie, ont plutôt bien réussi là, du point de vue, obtenu des succès d'estime, disons, ont même connu une certaine popularité. Je pense à Delphine Gay, par exemple. Malgré tout, bon, en gros, c'est elle qui reste. Et là, pendant longtemps, ça va être la seule. Une bonne partie du 20e siècle, on a l'impression que si on veut lire de la poésie du 19e siècle écrite par une femme, il faut que ce soit de la poésie de Marceline Desbordes-Valmore, sinon c'est sans intérêt. On a vraiment cette impression-là au 20e siècle, jusqu'à la fin du 20e, où certains travaux des universitaires vont, d'une part, enrichir notre compréhension de sa poésie à elle, et d'autre part, nous faire découvrir d'autres poétesses, notamment Marie Krzyzewska, dont on parlera peut-être plus tard. Et Marceline Desbordes-Valmore, elle écrit souvent sur le chagrin, la maternité, la perte. Ce sont des sujets qui lui sont très personnels. À part ça, est-ce qu'elle se distingue de manière particulière dans ce mouvement dominé par des figures masculines comme Hugo ou Musset? Oui, certainement dans son rapport à la maternité, c'est très différent. Alors, la poésie romantique, dans cette expression du moi, elle reste généralement très authentique, très fidèle à ce que la poétesse ou le poète a vécu. Et donc, bien entendu, Lamartine n'a pas vécu la maternité. Victor Hugo non plus, bien entendu. Donc, là, de ce côté-là, sur la question de la maternité, qui est très présente dans la poésie de Marceline Desbordes-Valmore, sur la question aussi de la communauté, sororité, communauté de femmes, généralement des femmes en souffrance, c'est-à-dire, pour mieux m'exprimer, des femmes qui souffrent. Hein. C'est omniprésent, je dirais, j'exagère peut-être un peu, dans sa poésie. C'est un thème très fort qui est le sien. D'autres poétesses vont s'imposer dans le siècle, mais autrement. Personne n'aura pleuré autant. D'ailleurs, on le lui a reproché. Marceline Desbordes-Valmore a eu une vie très difficile et en même temps une vie très romantique, au sens où ces difficultés-là lui ont donné une forme de sublimité. Elle a perdu beaucoup d'enfants dans sa vie. Elle a eu très peu d'argent pendant très longtemps, une vie difficile et presque morte, on ne sait trop combien de fois. Elle en fait le portrait, toujours avec réticence, mais du point de vue des éléments concrets, là, on ne sait pas, elle ne nous dit pas « j'ai perdu X nombre d'enfants, j'ai plus mal que vous », c'est pas ça. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle va beaucoup insister sur la souffrance et le vécu de la souffrance, souffrance morale et possiblement souffrance physique. Je suis en train d'oublier quelque chose de majeur chez elle, c'est la grande poétesse délaissée. C'est
la grande figure de la femme abandonnée par l'homme qu'elle aime. C'est omniprésent dans sa poésie des années 1830 à 40, disons. Le grand amour de sa vie, ce n'est pas son mari, c'est son amant. Et il voulait bien parce que c'était une actrice, parce qu'elle avait des charmes, etc., mais il n'était pas très engagé dans leur relation. Très intéressant. Je me rappelle, on lisait ses poèmes en classe. Et ouais, c'est vrai, elle parlait souvent des fleurs qui pleurent. Oui, les fleurs riment avec les pleurs, c'est joli, tout à fait. Comme vous l'avez mentionné, c'était souvent la seule représentation de poésie féminine dans l'ère romantique. Mais quand même, elle était sûrement marginalisée à l'époque. Et je crois qu'on ne lui a pas fait justice pour ce qu'elle a apporté à ce courant littéraire. Mais aujourd'hui, comment la place-t-on dans l'histoire de la littérature? Est-elle toujours marginalisée ou commence-t-on à lui rendre justice? On commence à lui rendre justice depuis une trentaine d'années, je dirais. Mm-hmm. On est devenu plus attentif à ceux qui avaient vu en elle quelque chose de particulier, quelque chose de fort, quelque chose de différent, quelqu'un qui avait un apport à la poésie. Le premier, du moins qui me vient en tête, là, c'est Verlaine. Verlaine a insisté sur la contribution de Marceline Desbordes-Valmore à la poésie française, en particulier sur sa volonté de utiliser des métriques inhabituelles, en particulier le mètre impair, c'est-à-dire des vers qui, au lieu de faire 12 syllabes ou 10 syllabes ou 8 syllabes ou 6 syllabes, donc tous des chiffres pairs, Marceline Desbordes-Valmore s'est autorisée assez tôt et de manière récurrente, y compris pour les sujets les plus nobles, à proposer des vers de 11 pieds, des vers de 7 syllabes, 9 syllabes. C'est une stratégie que Verlaine va reprendre en y trouvant que le vers impair a plus de musicalité. Mais si je sors de ce que Verlaine a pu dire de Marceline Desbordes-Valmore, puis je pense, on sait que Baudelaire appréciait beaucoup Desbordes-Valmore, mais on a fait la sourde oreille pendant un certain temps aussi. Donc, voilà, je pense que c'est comme ça que ça s'est produit. On cherchait peut-être à enrichir collectivement nos recherches sur les femmes du 19e siècle et on est retourné lire les hommes pour voir ce qu'ils en avaient dit. Et puis là, on s'est mis à tendre l'oreille. Pour quelqu'un qui s'intéresse à Marceline Desbordes-Valmore, qui veut en connaître plus sur sa poésie, ses écritures, même son vécu, son histoire, par où devrait-il commencer? Devrait-elle commencer? Y a-t-il des œuvres que vous recommandiez? Il y a certainement des biographies, pour vraiment si on s'intéresse à sa vie. Moi, ce n'est pas du tout par là que je commencerais. Desbordes-Valmore, par bonheur, est réédité de nos jours chez des grands éditeurs. Donc, c'est assez facile d'accès. Bien sûr, ce sont des éditeurs français, mais ils sont disponibles au Canada sans trop de difficultés. On va trouver une réédition de ses poésies de 1830. Ça, c'est chez Gallimard. Il y a une réédition de son recueil « Les fleurs », qui est donc pas 1830, je pense que c'est 1833 ou 1834, « Les fleurs ». Pas à confondre avec Les fleurs du mal. Pas à confondre avec Les fleurs du mal, bien antérieure, tout de même, quand même une vingtaine d'années avant. Il y a aussi des anthologies. Moi, je possède une anthologie, une toute petite anthologie de la poésie de Marceline Desbordes-Valmore. Chacun de ces volumes-là est pourvu d'une introduction relativement bien faite, voire parfois très bien faite, qui nous en dit très long sur la poétesse, sur son écriture. Et là, on parle, c'est pas des gros budgets, là, c'est des livres qui coûtent une vingtaine de dollars, peut-être 25 dollars, frais de livraison compris, vous voyez le genre. Donc, on ne se ruine pas en découvrant Marceline Desbordes-Valmore. Y a-t-il un poème particulièrement que vous recommandiez? Oui, moi, mon favori, c'est un poème qui va résonner avec ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est un poème qui s'intitule « C'est moi », qui appartient au recueil de 1830, les poésies. Et dans ce poème-là, « C'est moi », la poétesse joue
avec la structure toute simple de cette phrase, hein, « ce est moi ». Elle joue du miroir, un peu comme Narcisse, mais ce serait un Narcisse féminin. Donc, j'adore ce poème, c'est tout court, c'est assez facile, le vocabulaire n'est pas très compliqué. Si ta marche attristée s'égare au fond d'un bois, dans la feuille agitée, reconnais-tu ma voix? Et dans la fontaine argentée, crois-tu me voir quand tu te vois? Le romantisme est la poésie du cœur, de l'émotion et de l'intime. Avec Marceline Desbordes-Valmore, on a découvert une voix singulière qui a su exprimer la fragilité et la force des sentiments et ouvert la voie à d'autres femmes dans un univers littéraire dominé par les hommes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Baladar. Je suis Axel Houlé et je vous retrouve bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire de la poésie. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Axel Houlé avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Sébastien Gaillard, notre mentor en littérature, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!